Moscou a été frappé par des tirs ukrainiens, une attaque d'ampleur, selon nos confrères de l'agence France-Presse. Une importante raffinerie a notamment été touchée. La Russie menace évidemment de nouvelles frappes massives. Les tout derniers éléments, tout de suite avec Pierre Barbin. Bonsoir à tous. Dites-nous, que s'est-il passé ce matin ? Eh bien voilà comment Moscou s'est réveillé ce matin. Regardez ces images, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est bien la réalité. Voilà ce qu'ont vu les habitants de Moscou ce matin au réveil, avec des colonnes de fumée noire par dizaines. La conséquence donc d'une nouvelle attaque massive de drones ukrainiens. Panique et colère immédiate des habitants après cette nouvelle attaque. Écoutez. Манал эту процедуру, нахрен нам, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда нахер к херам собачьим, блядь. Я манал эту процедуру, блядь. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахуй. Alors quelle était la cible ? Eh bien c'est la même qu'il y a 2 jours. Car une nouvelle fois, la raffinerie de Moscou a été visée. Sur ces images, on peut d'ailleurs voir les réservoirs de carburant explosés, créant des panaches de fumée impressionnants. Conséquence immédiate, les vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Moscou ont été suspendus une bonne partie de la matinée. L'agence de presse russe TASS parle de l'attaque la plus importante contre Moscou depuis 2 ans. Au total, plus de 190 drones ont été détruits par la défense aérienne, mais les autres, ceux qui ont donc touché leur cible, ont fait de lourds dégâts et sans doute plus que d'habitude. Alors comment cela s'explique ? Il y a 2 raisons à cela. D'abord, les médias américains nous apprennent que la Russie fait face à une pénurie d'intercepteurs. Précisément, ces missiles S-300, ils servent à défendre Moscou depuis des dizaines d'années contre les attaques de drones ou de missiles. On sait aussi que l'Ukraine s'est dotée d'un nouveau drone particulièrement efficace. Le voici, il s'appelle le Lyuti. Son principal atout, il résiste au brouillage et peut donc atteindre plus facilement sa cible. Sa charge explosive, 75 kg, sa portée jusqu'à 1000 km. Depuis Bruxelles, Volodymyr Zelensky a revendiqué ce matin cette attaque. Voilà ce qu'il dit en préambule. Si l'Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi. Il justifie ensuite ses frappes et évoque la stratégie mise en place contre la Russie. Écoutez le président ukrainien. And today you can see one of those responses in the Moscow region this morning. So our long-range sanctions are hitting Russian oil facilities, refineries very, very effectively. Et l'Ukraine multiplie les frappes contre les raffineries russes. Oui, on en parlait déjà ici en début de semaine. On compte une 20aine d'attaques ukrainiennes en 1 mois et demi seulement. La production de pétrole est désormais au plus bas. La Russie, c'est pourtant l'un des plus grands exportateurs au monde. Mais le pays va devoir en importer. Une cargaison devrait arriver dans les prochains jours. Conséquence cette fois très concrète pour les Russes. Des stations-service imposent déjà le rationnement, 30 litres d'essence par conducteur, par véhicule. Mais il y a d'autres rumeurs évoquées dans toute la ville qui pourraient donc toucher toute la ville, cette fois à 20 litres au maximum. D'habitude, le Kremlin reste plutôt silencieux, ne réagit pas forcément à ces attaques, mais cette fois, Sergueï Lavrov a pris la parole. Le ministre des Affaires étrangères russe promet une réponse sans précédent. Écoutez-le. Écoutez-le. Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Merci Pierre Barbin. Amiral Olagaray, c'est une péripétie ou c'est une relance gravissime de la guerre ? Comment qualifier les choses, enfin là, les situer ? Je dis c'est le déroulement normal de la guerre, mais il se fait de façon assez progressive pour que les Russes ne disent pas atteinte aux intérêts vitaux. Or quand même, ils frappent leur capitale.
Donc petit à petit, les Russes s'habituent à cette progression. Pour l'instant, ils n'ont pas encore agité à nouveau le hocher nucléaire. D'habitude, quand ça va mal, tout d'un coup, il y a Medvedev ou quelqu'un d'autre qui agite ce hocher, ou bien Poutine qui décrète des grandes manœuvres nucléaires. Donc pour l'instant, on voit que petit à petit, les lignes rouges, ça n'existe plus. On peut parler des lignes rouges d'une façon assez... Il y a une diplomatie des lignes rouges. C'est nous, d'ailleurs, qui avons beaucoup sur ces plateaux dit il y a ligne rouge, alors franchie, pas franchie, Obama, machin, tout ça. Et puis, petit à petit, on voit Mme von der Leyen qui un jour dit les lignes bougent. Tout d'un coup, elles sont plus rouges, les lignes bougent. Eh bien là, les lignes, petit à petit, n'existent plus. On s'affranchit de ça parce qu'il y a des nouveaux moyens. Parce que les missiles, ça s'affranchit des lignes. Les lignes, on les connaît, les lignes de front, on les connaît. Donc là, c'est une progression, petit à petit, qui porte le fer là où c'est le plus important. Et quand c'est de l'humour bête de Lavrov, quand il dit nous allons frapper à nouveau fort Kiev, mais ils le font depuis des semaines. Donc franchement, ça c'est ridicule. Kiev est sous les bombes, ils détruisent la Lore, etc. Donc tout ça est complètement idiot. Simplement maintenant, ils ne peuvent pas répliquer. Et le problème, c'est que leur image en souffre. Quand on voit Davos, le petit Davos de Saint-Pétersbourg, frapper la vitrine économique qui a été frappée. Là, c'est Moscou même. Ces images sont saisissantes. C'est vraiment... c'est assez extravagant. Ça rappelle peut-être Téhéran lorsqu'il y avait eu cette frappe sur une raffinerie où il semblait que tous les trottoirs étaient en feu, etc. Comment les Russes peuvent-ils ne pas comprendre? D'ailleurs, j'ai noté que l'habitant disait que cette fichue opération ou quelque chose comme ça, il faisait allusion à l'opération dite spéciale. Bon, c'est un peu l'excursion de Trump, si vous voulez. On voit qu'il y a quand même chez ces gens-là une espèce de paranoïa, une culture du mensonge, et puis aussi une faiblesse. Car là, ils ne savent pas comment répondre. Et le nucléaire n'est pas une réponse. Est-ce qu'on sait comment réagit la population russe? Non, c'est toute la difficulté. On suppose, on a quelques bribes de ceux qui sont les plus téméraires, qui expriment leur contestation. Mais on peut se mettre à la place d'un certain nombre de Russes. C'est pas extrêmement sécurisé que de prendre la parole pour dénoncer aujourd'hui l'opération spéciale. Déjà, quand vous parlez de guerre, vous êtes un peu en borderline contestation. Donc c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant avec cet événement, c'est que même si c'est la continuité de la guerre, c'est retentissant parce que ça arrive au même moment que le G7. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le G7? Eh bien, on a Donald Trump qui a accepté de rencontrer à nouveau Volodymyr Zelensky au cours d'un entretien qui s'est plutôt bien passé. Et lors duquel il se serait dit que finalement... Les deux hommes. Peut-être que Donald Trump n'allait plus être aussi condescendant et méprisant avec Volodymyr Zelensky et un peu moins conciliant avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui ne l'a pas du tout aidé dans sa guerre contre l'Iran. Et ça, Donald Trump, quand même, il l'a bien intégré. Il ne l'a pas oublié et il l'a bien compris. Il ne l'a pas oublié. Et ce qu'on voit là, c'est finalement l'Ukraine qui a été autorisée, parce qu'on parle de lignes rouges, mais les lignes rouges que l'Ukraine respectait lorsqu'elle n'attaquait pas dans la profondeur la Russie, elles étaient fixées par ses alliés européens et américains. Lorsque ces lignes rouges ont progressivement été assouplies, si ce n'est levées, du moins assouplies, à chaque fois, Kiev était prête à attaquer là où ça faisait mal. Cette fois-ci, si Kiev a été jusque-là, jusqu'à attaquer le cœur économique avec la raffinerie de pétrole de Moscou, c'est qu'elle en a eu, d'une certaine manière, l'autorisation. Donc on est un cran plus loin et finalement, peu importe la réponse de Moscou, aujourd'hui, la Russie a été mise en situation de vulnérabilité, probablement comme jamais. Et la planète entière s'en rend compte. La plus grande attaque sur Moscou depuis 2 ans, Vincent Hegeot. Oui, alors, vous savez, très longtemps, la stratégie propagandiste de Moscou était la perpétuation d'une sorte de pacte social. D'un côté, on a le déni, cette opération militaire spéciale ne nous concerne pas. Et de l'autre, on avait Kiev qui souhaitait faire entrer la guerre dans chaque foyer, pour justement briser ce déni. Et là, aujourd'hui, quand on touche au cœur, n'oublions pas que la fameuse raffinerie couvrait à ce jour, grosso modo, un bon tiers des besoins en carburant de la capitale. C'est énorme. Y compris des besoins en kérosène des 4 aéroports moscovites, Vnukovo, Sheremetyevo, etc. Donc là, il est difficile de rester campé
dans le déni, d'où le désarroi et la colère qui était perceptible face au spectacle de ces colonnes noires. J'observe aussi que ça confirme évidemment les faiblesses du dispositif antiaérien, hein, vous les évoquiez à l'instant, et tout ça à un moment où Vladimir Poutine reçoit à Kazan, alors certes à 700 km à l'est de Moscou, mais les représentants de ce qu'on appelle l'ASEAN, c'est-à-dire la communauté d'Asie du Sud-Est. Et quel est le sujet principal de leurs travaux? C'est la continuation de la livraison d'hydrocarbures par la Russie à ces pays. Et une dernière remarque dans le sillage de la réflexion de Joséphine, sur ce qui m'apparaît comme le vrai succès collatéral du G7 déviant. Alors déviant D', parce qu'il peut y avoir des G7 qui sont déviants, mais en l'occurrence, c'est pas le cas ici. Ça a été évidemment occulté par l'enjeu iranien Hormouz, mais effectivement, l'Ukraine réapparaît sur l'écran radar de Donald Trump. Sans, de fait, traiter Zelensky, comme l'avait fait également son vice-président J.D. Vance, par le mépris. Et il se dit que lors de leur entretien, Zelensky lui a montré une série de photos des dégâts causés aux infrastructures civiles. Oui. Et notamment une photo de la cathédrale de la Dormition de Kiev, qui a été frappée dans la nuit du 14 au 15. Alors, évidemment, et je m'arrête là-dessus, toute la question avec Trump, c'est ce que disait Emmanuel Macron à un retour de Washington où il avait tenté de plaider la cause de l'Ukraine. Il disait, je crois l'avoir convaincu, mais qu'en sera-t-il dans 48 heures? Eh bien, la question, évidemment, se pose à nouveau aujourd'hui. En tout cas, les USA appellent ces ressortissants à ne plus du tout voyager en Russie. C'est clair, déjà, les aéroports moscovites sont fermés depuis ce matin. D'autres sont fermés aussi ailleurs en Russie, notamment à Sochi. Donc il y a une certaine panique qui s'empare des autorités russes. Vous posiez la question tout à l'heure à Joséphine, qu'est-ce que pensent les moscovites de tout ça? Ce qui est très intéressant, c'est que la frappe a eu lieu donc dans ce Vous voulez qu'on en écoute un de moscovite? Oui, volontiers. Alors c'est fait.